Bonjour Laurent Firode, merci d'être venu dans l'émission Trajectoire. Comme il est de coutume, les invités sont censés se présenter. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Eh bien, je m'appelle donc Laurent Firode, je suis réalisateur de films et également auteur de scénarios. Voilà, un métier que j'exerce depuis à peu près une trentaine d'années. Très bien. Alors vous êtes acteur, directeur de la photographie, compositeur, scénariste, producteur. Entre autres, Entre autres. D'accord. Ah, parce qu'il y a d'autres choses. bien entendu. Voilà. Quoi d'autre? Cadreur, ingénieur du son, monteur. Oui. Donc je peux dire que j'ai à peu près touché à tous les métiers qui entourent le cinéma. Très bien. Est-ce que vous avez des, comment dirais-je, des maîtres dans le cinéma actuel? Ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître, aucun. D'accord. En ayant exercé ce métier pendant de longues années, j'ai appris à connaître toutes les difficultés autour de ce métier et je sais qu'un réalisateur ne fait pas toujours ce qu'il veut, loin de là. Donc c'est difficile de mettre, enfin, de créditer de manière artistique tous les films sur une personne, un réalisateur. Donc il y a des films qui m'ont beaucoup marqué. Après, en effet, les films des frères Cohen, je suis un grand fan, pas tous, hein, Oui. bien sûr le truc, hein, pas tous, loin de là. Il y en a qui sont de véritables chefs-d'œuvre, d'autres qui sont assez médiocres, je trouve. Stanley Kubrick aussi, je trouve qu'il a fait des films formidables. C'est difficile d'avoir une unité complète chez les réalisateurs parce que c'est un métier trop difficile avec trop de... une voix qui fait comme ça, c'est difficile de se dire tel réalisateur a suivi une ligne directrice pendant toute sa carrière. C'est quasiment impossible, je pense. Parce que moi-même, j'ai fait des films qui n'ont rien à voir. Oui. Il n'y a rien à voir. Des films de commande, des films machin, enfin j'ai... Oui, oui. Il y a quand même des réalisateurs qui ont des univers et qui tournent dans les mêmes univers. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît ou vous préférez, vous préférez l'éclectisme. L'éclectisme est quasiment obligatoire. Hein. C'est-à-dire qu'un réalisateur qui fait toujours à peu près le même genre de film, oui, on peut peut-être Hitchcock, peut-être un peu, en effet, mais il faut avoir une notoriété immense pour se permettre ça, et c'est pas donné à tout le monde, même à très très peu de gens, Oui. pour qu'on les laisse tranquilles comme ça sur leur propre œuvre. C'est très difficile parce qu'un film coûte cher et donc forcément chacun, tous ceux qui ont mis de l'argent sur le film, ben, ils veulent avoir, ils veulent mettre leur grain de sel, hein, c'est normal. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots comment vous êtes passé de l'anonymat, je dirais, au monde du cinéma et comment vous êtes devenu réalisateur? Alors, eh bien, moi en fait, j'ai eu une passion pour le cinéma très jeune, hein, vers les 11-12 ans. Ensuite, je me suis mis au cinéma en amateur avec du Super 8 et j'ai commencé par des films d'animation, de stop motion. Donc j'ai commencé à faire des films avec des marionnettes que je fabriquais moi-même. Donc j'étais vraiment le maître absolu de tout, hein. Je faisais les décors, les histoires, les personnages, c'est moi qui les filmais. C'était une très bonne école parce que je devais filmer, faire les décors, faire les histoires, enfin je devais faire tout seul. Donc ça c'est une école excellente. Et après, je me suis lancé dans la vraie vie, je dirais, où j'ai commencé à faire des films avec de vraies personnes, en chair, en os. Et voilà, donc là j'ai eu pas mal de temps
disons, à m'accoutumer Au monde humain. au monde humain. Bah, je suis un peu martien. Et donc, et finalement, bah, ouais, au final, je suis comme arrivé, quoi. Voilà. Ce court-métrage-là m'a permis de gagner de l'argent, donc de faire d'autres courts-métrages, et après, en faisant d'autres, ça m'a ouvert des voies pour faire du long-métrage. En fait, c'est des producteurs de long-métrage qui avaient vu mes courts-métrages, qui m'ont proposé de financer mon premier long-métrage. Quand moi, j'étais dans le monde du court-métrage, vraiment. Oui, c'est vous à l'époque vous arriviez à gagner votre vie avec les courts-métrages. Absolument, j'étais un des rares à gagner ma vie avec les courts-métrages parce que je faisais des films avec de toutes petites équipes, tournage rapide. Je dirais, j'étais un peu un précurseur dans la fabrication des films YouTube. YouTube n'existait pas, il n'y avait pas Oui. Internet, hein. Oui, c'est vrai. Mais je filmais un peu comme ça, quoi. Je filmais très 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 vite. Et quand tu es apparu sur le marché, je filmais donc en pellicule, hein. Et quand tu es apparu sur le marché, les caméras DV, H8, tout ça, toutes les caméras vidéo, j'ai aussi filmé beaucoup de choses en vidéo, parce que c'était plus rapide, c'était moins cher, donc j'ai eu toujours cette boulimie de tournage. J'ai beaucoup tourné. Très bien. Et est-ce que vous avez eu des acteurs populaires, connus, qui sont venus à vous? Parce que j'ai noté que vous aviez eu Audrey Tautou, vous avez eu d'autres acteurs populaires comme Frédéric Bourali, Oui, comme oui. Johnny Hallyday, oui. Hallyday, Oui. Alors, en populaire, je crois qu'on est Oui. au taquet, Mais est-ce là. qu'on peut considérer que c'est un acteur? Voilà, c'est une vraie question. C'est-à-dire Johnny, il a quand même à son actif à peu près 70 films, hein, Oui, dans le premier rôle, hein. oui. Donc, Mais est-ce que vous considérez que c'est quand même un acteur à part entière? ah bah oui, Oui, bien sûr. d'accord. Complètement. C'est-à-dire que quand lui, il me disait toujours je suis un débutant, et je lui faisais remarquer, un débutant qui a 70 films derrière lui, bon, c'est plus pour moi un débutant, quoi. Oui, Donc voilà, donc après, non, c'était un comédien professionnel, hein, complètement. Et donc alors, des comédiens qui sont venus vers moi, des stars, enfin des fois des bankable, hein, parce qu'après, oui, il y a des niveaux de différents comédiens niveaux. différents, hein, voilà. Donc là, on parle de bankable, comme Audrey Tautou ou Johnny Hallyday. À l'époque où j'ai fait mon film avec Audrey Tautou, elle n'était pas très connue, mais on l'a vu un César quand même, hein. Oui, Elle a eu le César du meilleur second rôle pour Vénus Beauté. Et en effet, moi auparavant, quand je faisais des courts-métrages, donc je choisissais moi-même les comédiens, c'était des gens, des proches à moi, des gens que je connaissais. Après, quand je suis tombé dans le cinéma, je dirais, professionnel et commercial, il fallait bien sûr montrer patte blanche, et c'est là où Audrey m'a été présentée par les producteurs. C'est pas mon choix, moi. Je l'avais vue dans Vénus Beauté, mais elle n'avait pas un grand rôle. oui. Et quand on me l'a proposé, oui, je dis tiens, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais voilà, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'un film, il doit trouver un financement, donc forcément les producteurs sont à la recherche de têtes d'affiche qui peuvent amener ce financement. C'était 3 semaines avant le tournage, j'ai Oui. un coup de fil du producteur qui me dit écoute Laurent, voilà, j'ai rencontré Faudel, moi je ne savais pas trop qui c'était, j'avais une vague idée, et il me dit voilà, donc alors, soit il joue dans ton film, soit tu t'en veux pas et on arrête le film. Tu fais quoi? Donc, Ah oui, forcément, d'accord. bon, c'était un peu. Oui. Je dis, wow, on continue. Voilà, donc. Oui. D'accord. Oui, Voilà, mais là, d'accord. effectivement, Donc ouais. là, j'ai appris comment Ça, c'est une anecdote Oui, assez voilà, ça, marquante. ça Ouais. se passe comme ça, le cinéma. Donc moi, je l'ai appris. Et après, en effet, mon premier tournage, je dirais, vraiment professionnel, hein, donc, sur ce long métrage, ça a été une expérience assez dure parce que les conditions étaient vraiment différentes, quoi. Moi, je pensais naïvement que pour une fois, on avait beaucoup d'argent pour faire un film, tout le monde allait être heureux, qu'en fait, pas du tout le monde tirait à la gueule, en fait. Mais à un point inouï. J'étais assez étonné. Quand sur les courts-métrages,
D'accord. Moi, je donnais de l'argent à droite et à gauche à tout le monde. Je disais, si le court-métrage rapporte beaucoup d'argent, ben moi, on se partage. S'il rapporte pas grand-chose, on se partage pas grand-chose. Et il y avait toujours ce côté très artisanal et très bon enfant, quand tout d'un coup, sur le long-métrage, tout devenait très fastidieux, quoi. Donc c'était, je regarde pas un très bon souvenir, en fait. Il se passe que moi, grâce à mes courts-métrages, toujours, j'étais rentré en contact avec pas mal de producteurs. De productrices surtout, en fait, parce que c'est un métier principalement féminin, plus que masculin. Oui. Et donc, il y a une productrice qui m'appelle un jour, qui me dit, est-ce que Laurent, tu pourrais être capable d'écrire un scénario pour Johnny Hallyday en 15 jours? Moi, Ah oui, c'est un sacré défi quand même. 15 jours, c'est pas beaucoup. Hein. voilà. Parce qu'elle me dit, Johnny, qui est un ami à moi, je dis, ah bon, elle ne Ouais. rend pas la tête à mettre Ouais. ami de Johnny, bon après tout est possible. Tout le monde est ami de Johnny. Je renvoie à une autre vidéo que j'ai faite Oui. avec Jean-Marie Perrier qui D'accord. disait que il avait une très très grande famille et beaucoup d'amis de Johnny Hallyday. Oui. Et donc, elle me dit, on est plusieurs sur le coup, parce que Johnny a fait cette proposition à beaucoup de producteurs, donc c'est celui qui dégaine plus vite. Et donc moi, je me suis allié à un auteur de théâtre, ce mec-là qui est vraiment charmant, mais il a la capacité d'écrire une pièce en une journée. C'est un tueur. Mais il est incapable d'inventer une histoire. Moi, je suis capable d'inventer une histoire. Oui. Je suis assez un tueur à ce niveau-là aussi. Donc en 2 jours, franchement, en 2 jours, on a déjà un CM6 complet qu'on envoie à Johnny, et Johnny nous dit c'est formidable. Bon. Donc le film se fait. Vu que Johnny, donc c'était écrit pour lui. Hein. Avec, attention, c'est que Johnny avait demandé en plus des choses très précises sur le scénario. Il devait jouer un double rôle. Oui. Dans son personnage, le personnage devait jouer, Oui. interpréter un rôle. Effectivement, dans le film. C'était obligatoire. Oui. Il devait tomber amoureux, il voulait une comédie romantique. Il devait ça. Et donc, il devait avoir un peu de scène de violence aussi. Voilà. Donc, moi, j'ai rempli j'ai coché toutes les cases, et il a accepté. C'était un peu un film de commande. Quoi, ah ben, dire, c'est totalement un film de commande, à 100%. Je travaillais avec une équipe qui venait de faire un film avec Ridley Scott. Donc, oui. dit, effectivement, oui. Oui, bon, d'accord, ok. Donc ils ont travaillé avec Ridley Scott, et après, c'est Laurent Firode. Donc pour eux, c'était pareil. Voilà. Mais là, on se dit tout d'un coup, il y a une exigence du point de vue technique, mais hallucinante par rapport à la France, quoi. Je me souviens, juste une petite anecdote, qui est très très frappante. On faisait des repérages. Mon tournage s'est passé en partie à Montréal, et on devait tourner dans une église. Et le mec qui s'occupe des décors me dit, écoute, avec toi, je vais faire comme avec Ridley. Tu ne vas pas voir 10 ou 15 églises, tu vas voir toutes les églises qui existent à Montréal. Ah oui. Toutes. Et après, tu feras ton choix. Donc j'en ai vu au moins, je sais pas, 500. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Quand en France, je venais faire un téléfilm pour France 3, voilà, où les mecs de la décoration m'avaient dit, il y a ça ou il n'y a rien. Tu prends quoi? Bah ça, forcément. Oui. Voilà, donc c'est une différence, mais incalculable. Ils mettent les moyens. Ils mettent les moyens, c'est pour réaliser le film. Ah oui, c'est incroyable, quoi. Après, le film, c'est une grosse merde, parce que c'est un scénario débile. Mais en tout cas, franchement, je ne cache pas. Mais bon, je me suis vraiment amusé. J'ai rencontré des gens formidables. Enfin voilà, même la façon de travailler des acteurs américains, j'étais sur le cul, quoi. Moi, c'est bien simple. Le premier jour de tournage, il y a la productrice. Quoi, non, c'est pas la productrice, c'est la femme du producteur qui était également scénariste du film. Donc, oui. Le duo était un peu méchant. Elle était là tout le temps sur le tournage. Elle m'appelait constamment en me disant psst, Laurent, tu peux faire un gros plan là à ce moment-là? Pourquoi je fais un gros plan? Je ne trouve pas que ça soit utile. Et là, je vois qu'elle parle avec son mari. Elle revient vers moi, elle me dit, Laurent, j'appelle ton agent, tu es viré. Premier jour de tournage.
Moi, je vais voir la comédienne américaine et l'acteur anglais, je leur explique la situation, et là, l'actrice américaine, et là, je dis aussi pareil, quoi. Jamais on verra une actrice française faire ça. Elle dit au producteur, si vous virez Laurent, je m'en vais. Oui. Donc là, c'est... Donc la productrice, enfin, la scénariste avec le producteur, ils sont partis du tournage. Toute l'équipe m'a applaudi. Je ne les ai plus jamais revus pendant le tournage. Évidemment, mon agent m'appelle une semaine après en me disant « Laurent, tu n'es plus crédité sur ton compte. » Il ne me payait plus, bien sûr. Et l'actrice américaine, encore une fois. Mais franchement, Rachel Lee Cook. Moi je dis, une nana comme ça, c'est une honnêteté pareille, c'est extraordinaire. Et une prise de risque aussi, je trouve, parce que se mettre à dos des producteurs, c'est quand même super courageux. Elle leur dit, si vous ne payez pas Laurent, je ne ferai pas la promotion du film. Ils m'ont payé. Mais je trouve ça magnifique, quoi. Ouais, donc c'est un vraiment, geste rare. Ouais, vraiment quelqu'un voilà, humainement, quelqu'un de très très bien. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai toujours l'impression que quand on fait un film de fiction, il faut toujours se poser l'unique et bonne question, c'est est-ce que je ne pourrais pas raconter la même histoire en allant voir de vrais gens? Par exemple, si je veux raconter l'histoire d'un chauffeur de bus, pourquoi je n'irais pas voir un vrai chauffeur de bus et que voilà, je pourrais le suivre avec une caméra? Voilà, ça me semble toujours... il faut que la fiction soit légitime. Et pour moi, j'ai envie de raconter des histoires que je ne pourrais pas trouver dans la réalité, avec une caméra au point. Donc il faut que j'invente des situations que la réalité ne me propose pas. Mais néanmoins, c'est pour ça que souvent mes films sont un peu burlesques, un peu des situations un peu extravagantes. J'essaie de tirer les fils un maximum dans des situations toujours... oui, il y a des choses, il y en a certains qui sont incroyables. Ouais. Je pense à la mort du Père Noël, Oui. où on a ce cadavre qui se balade Ouais. de main en main, Ouais. et on se dit, mais c'est complètement invraisemblable. Et pourtant, on arrive à y croire. Pour des films de long métrage, c'est toujours plus difficile de faire admettre un monde un peu imaginaire, complètement fou au spectateur pendant 1h30. C'est plus difficile. C'est pour ça que mes films longs sont toujours quand même plus empreints d'un certain réalisme, parce que je pense que faire avaler la pilule au public d'un monde fou pendant 1h30, j'ai l'impression qu'il décroche un peu. Donc je me restreins pas mal sur les longs métrages, mais dans le court, on accepte très bien d'être dans un monde totalement délirant pendant 5-10 minutes, parce que c'est un jeu. Voilà, c'est très ludique, on est là pour s'amuser, pour réfléchir. J'aime beaucoup les jeux sur la narration, sur le récit. Je suis toujours intéressé par ça. Donc je trouve que le court-métrage est un laboratoire idéal pour ça. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Le court-métrage en soi, c'est pour vous un genre à part entière, qui a autant de valeur qu'un long-métrage ou pas du tout? Absolument, bien sûr. Moi j'ai vu des courts-métrages qui sont de vrais chefs-d'œuvre. Absolu. Tout est dit en quelques minutes. C'est extraordinaire. C'est comme en littérature, hein. Je veux dire, moi j'ai un auteur que j'adore, c'est Georges Borges. Oui. Borges n'a jamais écrit un seul roman. C'est vrai. Ses récits, au plus long, ses récits font peut-être 15 pages. Oui. Le mec est un génie absolu, reconnu dans le monde entier. Il m'a beaucoup influencé, et je pense que le court-métrage, c'est sûr que le court-métrage, on peut se permettre plus de choses, parce que le spectateur est beaucoup plus à même d'entrer dans un monde vraiment délirant sur une courte période que sur une longue période. Ça ne le dérange pas. Il peut tester des choses, il peut... Voilà, c'est comme en cuisine, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des plats un peu extravagants comme ça. Si c'est de petits amuse-gueules, on goûte et on peut se dire c'est des choses extraordinaires, bizarres, étranges, parce qu'on sait c'est des tout petits canapés, des tout petits. Mais si c'est un gros plat et tout d'un coup c'est comme un long métrage, si on rentre pas dedans, on doit encore se farcir 1h30 du film, c'est fatigant, quoi. Donc le court-métrage, c'est ça, c'est cet espace de liberté, mais partout, dans tous les domaines, tant en production
en diffusion, qu'en sujet exploité. On peut tout faire dans le court-métrage. C'est pour ça que je reste un fidèle fervent du court, tant que spectateur que auteur. Bah déjà, ma première impression sur mon long métrage, mon premier long métrage, n'était pas une excellente impression du monde du cinéma tel qu'il marchait, parce que c'est vrai que, par exemple, imposer un comédien 3 semaines avant le tournage, c'est un peu n'importe quoi. Et après, c'est sûr qu'au fur et à mesure, tant dans les expériences téléfilm ou cinéma, on s'aperçoit que c'est vraiment, c'est un peu une bouillie, quoi. C'est-à-dire que dans ma carrière, je n'ai jamais vu un film qui a été réalisé pour les bonnes raisons. Un film est toujours fait pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que j'entends par bonne raison, c'est, Oui. on imagine naïvement, les gens pensent que ça marche comme ça. Il y a des gens qui écrivent des scénarios, de très belles histoires, qui vont convaincre un comédien connu, disant oh, comme ton histoire est belle, ton personnage est beau, je veux le faire. On va voir un producteur qui va dire oh, comme votre histoire est belle et vous avez en plus une star formidable, je vais produire le film, et le film se fait. Ça, c'est du cinéma, ça, justement. La réalité n'est jamais comme ça. La réalité, c'est toujours... Moi, par exemple, j'ai fait mon premier téléfilm parce qu'un réalisateur venait de mourir. Oui. Donc j'étais dans le bureau du producteur, il apprend la mort du réalisateur, il me dit « Laurent, est-ce que tu veux prendre sa place ?» Donc j'ai fait mon premier téléfilm comme ça, un pur hasard. J'ai fait un autre téléfilm, on se souvient, avec la même société de production, pour un coup du hasard aussi pareil. On m'a dit « J'ai fait une commande avec Arte sur un film, il y a un réalisateur qui me claque dans les doigts parce qu'il a en fait volé le scénario, une histoire à quelqu'un qui connaissait, l'autre ne lui a pas donné les droits, donc le film tombait à l'eau, mais le financement était là. Laurent, est-ce que tu as une histoire qui correspond à ça? Bien sûr, je suis là. Oui. Je le fais, le film. D'accord. Donc, après, pour un autre long métrage, on me dit, est-ce que tu peux faire un film pour 300 000 euros, Laurent? Ben, j'ai 300 000 euros, il faut que je les dépense. Je fais le film. Jamais on ne m'a parlé du scénario. Quand les films se faisaient, je me souviens très bien, Oui. c'est que je me disais, bon, je lance une dizaine de projets, il y en a un qui va se faire, et je sais très bien que celui qui va se faire au final, ça ne sera jamais parce qu'on va me dire oh, ton histoire est formidable. Non, parce qu'à un moment donné, il faut dépenser l'argent, tu es là au bon moment, au bon endroit, il faut être là, quoi. C'est tout. Ouais. Et à un moment donné, tu es là. Basta. Et il n'y a pas de film, vous pensez, où, enfin peut-être que ça ne se fait plus, mais ça existait peut-être autrefois, où on avait des réalisateurs, des producteurs qui laissaient carte blanche aux réalisateurs. Je pense à, je ne sais pas si vous avez vu L'Enfer, L'Enfer de Clouseau, qui est en fait une série de rush. Et à l'époque, on lui avait donné carte blanche. Des producteurs comme ça, oui, il y en a eu, c'était quand les gens, même après, même il y en a pendant pas assez longtemps, c'est quand des gens avaient un pouvoir absolu, et ce pouvoir n'était pas partagé par d'autres. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le pouvoir de donner de l'argent sur un film est partagé par beaucoup, parce que les films, en effet, il y a eu une inflation énorme par rapport au budget, les films coûtent de plus en plus cher, donc il faut beaucoup de financiers, donc beaucoup d'interlocuteurs, donc beaucoup de gens qui vont donner leur avis, et on arrive toujours à un moment donné où on ne veut pas prendre trop de risques, donc c'est toujours, je dirais, le tiède qui passe. Ça, c'est frappant. Moi, j'ai été lecteur au CNC, par exemple, pour le choix des scénarios. Oui. Donc là, j'ai vu circuler plein de scénarios, et je voyais, c'était mais systématique, c'est un truc de fou. Hein. C'est que quand un scénario plaisait à quelqu'un, on était dans la commission, on devait être, je ne sais plus, 7 ou 8 par là. Quand un film plaisait vraiment à quelqu'un, qu'il le défendait à fond, il y avait toujours un qui disait « Ah, tu crois, moi je trouve pas, etc. » Donc il y avait une discussion, et finalement le projet a été écarté. Et tous les projets qui passaient, c'était des projets où on disait « Bon, celui-là, je n'ai rien à en dire. » Ben, si on n'a rien à en dire, il passe. C'était systématique. Ah oui, ça se fait par défaut. Ouais, tout à fait. D'accord. Et c'est pour ça qu'au final, tous les films qui ont ouais, d'accord. la subvention, c'est parce que
ben, on ne peut pas en dire du mal, on ne peut pas en dire du bien. Il D'accord. passe à travers les mailles. Oui, Quand moi, tous les films que j'ai défendus, bec et ongle, on m'a dit, mais non, Laurence, etc. Donc tout d'un coup, là, chacun se réveille. Mais si on n'en dit rien, eh ben, il passait allègrement. Allègrement. C'était inouï. Je l'ai vu pendant un an. J'ai été lecteur pendant un an, je l'ai vu pendant un an. d'accord. Alors, ça me fait tout de suite dériver vers, eh ben, je dirais, vers le cinéma d'aujourd'hui. Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez du cinéma d'aujourd'hui? Est-ce que le cinéma français, il a encore un avenir? Est-ce que vous ne trouvez pas il est trop formaté et qu'aujourd'hui, on a des films finalement qui justement restent dans les clous? Il y a tout pour faire un cinéma indépendant grâce au progrès technique. Auparavant, un film coûtait très cher à faire. Aujourd'hui, avec une caméra toute petite, une caméra toute simple, on peut faire des films. Ça coûte beaucoup moins cher. On leur fait porter le chapeau aux acteurs. D'accord. Ah non, bien sûr. C'est-à-dire que, pareil, il y a aussi des mythes comme ça. On pense que si on va voir un producteur en lui disant tu sais, j'ai un film qui coûte vraiment pas cher, c'est formidable, mais le producteur, il ne cherche pas ça. J'ai jamais vu un producteur qui cherchait à faire des films pas chers. Le producteur, son métier, c'est de trouver de l'argent. Et c'est là-dessus qu'il gagne sa vie. Si il trouve de l'argent sur un film pas cher, vous croyez qu'il va gagner bien sa vie? Non. Il va bien gagner sa vie sur les films qui coûtent cher. Donc le producteur Oui. a tout intérêt à ce que le film soit le plus cher possible. Même, c'est pour ça qu'il fait des budgets de fou. Le film pourrait le faire pour 10 fois moins cher. Oui. Je connais, je ne veux pas citer des noms, mais beaucoup de producteurs qui ont budgété leur film, par exemple, à 20 millions d'euros. Ils ont obtenu les 20 millions d'euros, mais pour faire le film, il n'en fallait que 5. Oui, ce qui est énorme. Les 15 millions d'euros, ils sont où ailleurs? Mais ils sont chez le producteur. C'est tout. Donc bon, c'est pour ça qu'il y a une inflation des prix. Parce que le film est rentable, non pas parce qu'il va rapporter de l'argent. Le film est rentable, c'est par rapport aux financements qui seront donnés pour le faire, avant, en amont de sa vente et de sa distribution. Un film est rentabilisé avant même que personne ne l'ait vu. Ça, c'est un bon film pour un producteur. Le producteur cherche ça, Oui. uniquement. Récupérer l'argent. Bien sûr, avant. Et c'est pour ça que les prix augmentent autant. En France, c'est top secret. Je m'amuse beaucoup à jeter un œil sur la série, soi-disant, qui raconte tous les Ah, 10%? 10%. Oui. Qui raconte les coulisses, Les coulisses. oui, Ah, les du coulisses. cinéma. Oui. Moi, je les ai vus, les coulisses. Hein. C'est pas ça. Hein. Donc, là, ça reste vraiment... on veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes dans la série. Hein. Tout est gentil, tout est mignon. Hein. Non, c'est un monde beaucoup plus cruel. Oui. C'est un monde souvent de... Je peux le dire le mot, de gangster. Hein. Donc, après, le montrer, c'était impossible. Bien sûr, évidemment, c'est impossible. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Ça me fait toujours rigoler énormément. Oui. Quand on dit oh, Depardieu n'était payé que 4 000 € par jour. Quel effort! Je vais en pleurer. Ça me fait marrer. Oui. Moi, aussi pareil, juste sa petite anecdote, je me suis fait virer du CNC en tant que lecteur parce qu'on donnait toujours l'argent aussi à des films pseudo-sociaux et j'avais un jour, j'avais dit, écoutez, pour moi, un vrai film social, vous savez ce que c'est? C'est pas un film qui raconte la vie d'une pauvre ouvrière qui travaille dans une conserverie de sardines, qui sera tapatée par une comédienne qui sera payée 8 000 € au jour. Pour moi, un vrai film social, c'est un film où il n'y a pas de stagiaire bénévole qui accompagne les comédiens après avoir bossé 12 heures, pour rien. Ils m'ont jamais rappelé, bien sûr, après. Le système qui est imposé aux comédiens et aux stars, je dirais,
ça n'amène pas forcément les meilleurs en place, hein. Donc les gens oui, les plus charismatiques, les plus honnêtes, etc. C'est un système un tout petit peu pourri, même très pourri. Donc c'est vrai que les gens aux dents longues, qui vont écraser les autres, voilà, qui vont chercher à tout prix à se faire une place dorée, en étant des courtisans infâmes et après des gens épouvantables. C'est vrai que c'est plus eux qui vont finalement gagner la partie en fin de compte, hein, parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'argent en jeu, donc de l'argent pas forcément gagné de manière légitime parce qu'on le mérite, parce que l'argent est là, voilà, parce que le cinéma français marche selon ce qu'on appelle l'exception culturelle française, ce qui signifie en vérité des obligations d'investissement des chaînes télé et d'autres choses, de l'État aussi, pour financer le cinéma français. Donc que le cinéma soit rentable après ou pas, je dirais on s'en moque. Le principal, c'est la manne financière est là, elle est toujours, chaque année, c'est la même. Voilà, il y a une taxe sur les billets de cinéma qui est reversée aux producteurs, etc. Et tout cet argent doit être dépensé dans le cinéma. Donc forcément, il y a un gros gâteau, et c'est les gens je dirais, oui, les plus rapaces qui vont prendre le gâteau. Voilà. Oui. Mais les acteurs d'aujourd'hui, quand même, si vous parlez de ce système-là, ils évoluent dans un certain confort. Moi, je dis souvent que ce sont des filles et des fils d'eux qui sont toujours dans le cinéma. Il y a eu Delon, il y a eu Ventura, qui était un ancien catcheur. Voilà, des acteurs qui, par accident, sont tombés dans le monde du cinéma. Et on se demande si aujourd'hui c'est encore possible. Depardieu, il l'a dit maintes et maintes fois, il ne parlait pas. Il a fallu qu'il aille faire ses gammes chez Monsieur Cochet à l'époque. Il a appris, voilà, il est passé par les grands textes parce qu'il était mutique. Voilà. Alors est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'avoir des acteurs de ce type-là? Il y a un film ou deux où ça se passe comme ça. Encore, hein, bien sûr, parce que de toute façon, chaque film est exceptionnel. Chaque film, c'est tellement difficile de faire un film que chaque film est quand même une aventure exceptionnelle. Et c'est vrai que parfois ça peut arriver. Mais c'est vrai que le système est fait pour que ça ne se passe pas, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont payés dans les sociétés de production pour refuser les scénarios. C'est-à-dire que tous les lecteurs, tous ceux qui font des fiches de lecture sur des scénarios, ils sont payés. Parce que moi-même je l'ai fait, j'en ai rencontré beaucoup des gens qui ont fait ça, ils sont payés pour dire non. Voilà, pour légitimer le non. Mais le non est d'office. Pour avantager certains, c'est ça? Bah oui, pour avantager, pour faire ses propres projets. Oui, d'accord. Voilà, mais tout en restant, en paraissant ouvert. Oui, oui, oui. Voilà, nous on accepte les projets des autres. Mais c'est pour dire non, bien sûr. Oui, oui, oui. Évidemment. Pour pas que le système est tellement pourri qu'il ne peut pas se regarder dans une glace. Il faut un miroir déformant. Donc on essaie de masquer les choses. Parce qu'on le voit, tout le discours ambiant sur le cinéma, c'est un discours rose bonbon, quoi. Tout est merveilleux, tout est magnifique. Et quand on veut montrer l'envers du décor, on arrive au maximum à 10%, qui est, voilà, c'est du Walt Disney, quoi. Donc vraiment, c'est assez curieux à quel point ce monde est vu dans un miroir déformant, mais à un point inouï. Souvent, on m'a fait le reproche, très souvent, dans tes courts-métrages, Laurent, tu prends jamais de stars. T'es con, quoi. Oui, c'est vrai qu'on... Oui. Ouais, très souvent, on m'a fait le reproche. C'est très rare de... Même, ouais, je c'est très rare d'en voir d'une manière générale. Absolument. Mais c'est vrai que je connais beaucoup de réalisateurs qui pensent que, même plein de gens pensent que le court-métrage, c'est une carte de visite pour faire son long-métrage. Ah oui. C'est pas une carte de visite pour moi, c'est un film. Ça, je ne supporte pas les gens qui me disent « Ah, ça va faire une carte de visite. » Attends, t'as vu mon âge, la carte de visite, elle est un peu inventée, donc je veux dire, ça va, quoi. Donc c'est ridicule. Donc, ça... voilà, donc ça, je dis déjà, c'est grotesque. Oui. Et donc après, c'est vrai que, voilà, on me dit « Ah, pourquoi t'as pas pris des gens connus quand tu pourrais prendre des gens connus ?» Tu leur demandes, toi, t'es un peu connu, ils vont pas sortir de nulle part, ils se disent « Voilà, on donne une demi-journée, et ton film pourra se vendre. »
Mais je leur dis, mais bon sang, bordel à cul, genre, on m'emmerde pour le long métrage là-dessus. Tu crois que j'ai fait la même chose pour le court métrage? Je fais du court métrage pour être différent du long métrage. Donc là, on me fout la paix. On n'est pas là à me dire, ah, prends quelqu'un de connu, mais gna 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 gna. Mais ça va, les gens connus, déjà, on ne voit que partout. Un Canmerade, mais on le voit partout. Un téléfilm, c'est lui. Un film, c'est lui. Oui, une pièce de théâtre, c'est lui. Une pub, c'est vrai lui. que... Une émission télé, c'est lui. Et le mec, il vient nous dire, pendant le confinement, là, c'est dur pour nous. Mais c'est dur pour nous, quoi. Attends, il se raconte. Si vous pouvez savoir, mais à quel point, parfois, c'est pathétique, cette recherche de gens avec une notoriété pour financer un film. Et c'est-à-dire que on l'ignore, mais par exemple, tous les journalistes télé reçoivent des scénarios de gens inconnus qui leur demandent de jouer dans leur film pour avoir un financement. Mais qui implorent... Oui, parce qu'ils disent qu'il est connu. David Pujadas reçoit des scénarios. Ça n'a aucun sens. Oui. C'est à ce niveau-là. C'est aussi con que ça. Des joueurs de foot reçoivent des scénarios. Parce qu'on est dans un monde tellement débile où il nous faut à tout prix des gens connus pour financer le film. Donc les gens sont capables de tout. Ouais. C'est pour ça que Nabila reçoit des scénarios, David Pujadas reçoit des scénarios, et je pense que Mélenchon reçoit des scénarios aussi, j'en suis certain. Quand on voit que Michel Leclerc a fait jouer Lionel Jospin dans son film, oui. et que son film a eu beaucoup de succès, c'est pas un hasard. C'est aussi débile que ça. On est vraiment dans l'entre-soi absurde, où il faut des gens avec une notoriété, d'où qu'ils viennent. Oui. Si c'est un comédien, tant mieux. Si c'est pas un comédien, tant pis, on s'en fout. Il est connu. Oui. Quand on parle. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour réformer le cinéma? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qui pourrait changer c'est une chose pour que ça s'améliore? Il faut que les gens qui fassent du cinéma aiment le cinéma. C'est tout. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. On sait par exemple qu'il y a des gens qui sont sur YouTube ou d'autres réseaux qui sont financés. Oui. Qui sont financés, je crois, par le CNC, si je ne dis pas de bêtises. bêtises. Tout à fait. Sauf que ces mêmes personnes font partie du comité du CNC. Et les finances vont à ces fameux vidéastes. Donc, voilà, on aime le cinéma et ça suffit. Peut-être que c'est un peu court, non? Cette histoire, elle a été mise en exergue, en effet. On a vu, quoi, comment? Moi, ça m'a fait énormément. Et puis, c'est pas pour du cinéma, hein. Je veux dire, c'est pour des choses futiles, des fois. Hein. Ça dépend, parce que... Pas tout le temps, mais... Ça dépend, parce que moi-même, j'ai fait des courts-métrages financés par ça. Le problème, c'est que là, comme YouTube et Internet, c'est quand même quelque chose qui est très transparent, en fait. Sérieusement, parfois, c'est trop transparent et on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Mais c'est ça qui est chouette. Quand ce système-là, où les gens qui font partie du comité, qui va attribuer l'argent, ce sont les mêmes qui vont demander l'argent. C'est comme ça dans le cinéma depuis l'arrivée de Mitterrand et Jacques Lang. Ça se passe comme ça. Oui. Mais pas du systématique. C'est-à-dire que, mais à un point inimaginable. C'est-à-dire que tous ceux qui donnent de l'argent, je te donne de l'argent parce que toi tu es à la commission, tu m'en donneras aussi. Top là. Voilà. Pour ça, je dis à nouveau, un film ne se fera jamais pour les bonnes raisons. Est-ce qu'on parle cinéma là? Est-ce qu'on parle Mais alors, est-ce qu'il ne faut pas réformer la manière d'attribuer le financement? Il y a une grande réforme à faire, immense réforme à faire, parce qu'il y a un principe de financement du cinéma qui fait en sorte que tout le cinéma français est complètement pourri, en fait, et je crois d'ailleurs c'est quelque chose qui revient souvent aux oreilles du CNC et même du ministère de la Culture. C'est ce qu'on appelle l'agrément du CNC. Alors, les gens ne sont pas trop au courant de ce que c'est. En fait, c'est l'agrément du CNC, c'est quelque chose qui va permettre à la personne qui va distribuer le film en salle de toucher une subvention d'à peu près 70 000 € qui va lui permettre de vivre, en fait. C'est pour ça que les films peuvent sortir en salle, ne faire aucune entrée, ils ont la subvention. Ils ont la subvention seulement si le film français a obtenu cet agrément du CNC. Et l'agrément du CNC signifie que tous les gens qui ont participé au film ont été payés selon les critères syndicaux, donc des tarifs assez hauts. C'est-à-dire que même si on fait un film où on filme avec très très peu de temps, style une semaine pour faire un long métrage, une semaine de tournage,
on doit déverser à peu près 100 000 euros en salaire. Donc ça écarte déjà... C'est le minimum, ça. Ça élimine oui, tous oui. les gens, tous les films à l'arrache. Tous. Et quand tu fais un film qui est tourné en France, avec des acteurs français, qui n'a pas l'agrément du CNC, ton film ne rentre pas en compte des films français comptabilisés par le CNC. Ton film est un film sans papier. Il n'a pas de nationalité. Oui. Il n'existe pas. Et ce film, quand il va sortir en salle, les distributeurs n'ont pas le droit au financement, donc ils refusent de le prendre, parce qu'ils seront taxés autant sur un film fait à l'arrache, avec l'envie seulement de faire le film, qu'un gros film américain. Ce sera pareil pour le distributeur. Donc l'agrément du CNC est une saloperie qu'il faut dénoncer à tout prix, parce que c'est ce qui empêche des gens de faire des films, parce que c'est un blocage monstrueux. Tous les tarifs qui sont officialisés par le CNC sont des tarifs très très hauts, comparés au court-métrage. Par exemple, un court-métrage, tu peux avoir l'agrément du court-métrage, si tu payes les gens au SMIC, tu as le droit. C'est une avancée énorme, ça aussi. C'est-à-dire que les gens sont payés au SMIC, donc ils sont payés, c'est légal, c'est pas du travail au noir, et néanmoins, c'est pas des choses... voilà, parce que sinon, pour l'agrément du CNC pour un long-métrage, c'est les tarifs long-métrage, c'est-à-dire que, par exemple, une costumière sera payée, j'ai pas les prix en tête, mais c'est des sommes vraiment très importantes, c'est-à-dire brut, elle est payée, je crois, 2500 € semaine. Donc ça monte très très vite. Donc il faut vraiment sortir énormément d'argent pour avoir juste le droit d'exister. Sinon, tu n'existes pas. Oui. Ton film n'existe pas. Mes courts-métrages, j'en fais pas mal pour des chaînes YouTube qui ont des abonnés assez nombreux, donc ils peuvent bénéficier de sponsors. C'est des trucs vraiment, Oui. je dirais, c'est ce qu'il y a de plus clean en fait. Il suffit de dire au générique avant, voilà, on remercie telle marque, et voilà, le film se fait comme ça. Voilà. Donc ça, je dirais que ça c'est vraiment le truc le plus honnête et serein possible. Il y a ça. Après, ou alors si j'ai pas l'opportunité de passer via une chaîne YouTube avec des abonnés nombreux, ben je fais mes films par mes propres moyens, et ensuite j'essaie de les vendre, voilà, à des chaînes télé qui en achètent encore un peu, hein. Bien que ça a beaucoup diminué, hein, Canal+, OCS, tout ça, on achète moins, mais on arrive à les vendre quand même, donc ça peut rapporter un peu d'argent. Et voilà, donc comme les films aussi, le coût des films a beaucoup diminué, ça se compense en fait. Donc j'arrive à financer les films comme ça. Et sinon, par rapport à ma carrière, je dirais, dans le monde du cinéma, donc j'ai des projets en cours qui sont officiels, donc avec des producteurs qui me payent pour écrire des scénarios. Je recherche toujours du financement, mais je fais ça, je dirais, pas en amateur, mais voilà, j'ai des trucs qui roulent, mais je suis pas bec et ongle dessus, en disant je joue ma vie là-dessus, je sais quand ça marche, ça peut marcher parfois, ça peut pas marcher parfois, bon, on verra bien, Inch'Allah. Oui, vous dites pas chaque matin, je suis embrassé par... C'est ça, je suis pas ça va, donc moi j'ai gagné pas mal d'argent avec les films précédents, les commandes, tout ça. Voilà, donc j'en ai mis un peu de côté, j'ai déjà 58 ans maintenant, Oui. donc voilà, je suis pas dans le besoin, voilà, je peux me permettre aujourd'hui de faire les films que je veux en fait, tout en menant une carrière tranquille, pépère à côté, pour gagner un peu de thunes, quoi. Moi, j'ai des courts-métrages dont je suis assez fier, hein. Franchement, Miracle en Arménie, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Très beau, oui. J'en suis fier. Oui. La mort du Père Noël, j'en suis fier aussi. Oui. Il y a beaucoup de films comme ça que quand je les revois, je me dis, non, c'est quand même du... Parce que j'ai pris un recul énorme, c'est comme si c'était pas moi qui les avais faits, hein. Et franchement, je les trouve bien, je les trouve réussis. Après, j'ai toujours du mal à voir un peu le passé. Je préfère toujours me projeter dans l'avenir et essayer de faire d'autres films, quoi. Parce que, bon, j'ai pas l'impression d'avoir construit une œuvre, ça c'est sûr, mais en tout cas, voilà, petit à petit, j'essaie de faire un maximum de films, le mieux possible. J'essaie de tenter des choses aussi.
dans des univers différents parce que ça m'intéresse, de tester aussi de jouer de faire jouer de nouveaux acteurs. J'aime bien découvrir de nouvelles têtes. Hein. Vous disiez auparavant que j'avais un peu toujours les mêmes têtes, mais c'est vrai que c'est une famille qui s'ouvre un peu, que j'essaie d'élargir un maximum. Donc ça aussi, c'est un grand plaisir pour moi que de faire en sorte que... C'est toujours une grande tristesse aussi pour moi. Parce que je fais également pas mal de training d'acteurs. Et je vois souvent des comédiens qui sont formidables. Et là, c'est les rôles proposés. Ils ne sont pas à la hauteur de... Ouais, c'est un témoignage dans un bureau de police, oui. pour une série à la con. Oui. Pitoyable, quoi. Tu te Oui. dis, mais ça, c'est rôle de merde, c'est épouvantable. Oui. Quand tu as des comédiens qui ont putain, des trucs, ils sont formidables, quoi. Ils sont super émouvants, super forts. Et je trouve ça très triste. Donc, c'est vrai que si je peux, par mes maigres moyens, faire en sorte qu'on puisse découvrir leur talent, j'en suis ravi. Enfin, Oui. rien que ça, j'en suis ravi. Mais vous n'avez pas d'ego Aucun. Parce que vous dites pas, tiens, non, ce que je fais, ça a de la valeur. Et, alors, sans vraiment fantasmer l'immortalité, entre guillemets, Oui. hein, et le fait qu'on se souviendra de vos films, mais vous disiez, j'ai pas d'œuvre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi vous dites Non, j'ai pas d'œuvre? après, bon, parce que déjà, je pense qu'au cinéma, construire une œuvre, c'est très difficile. Parce que c'est très compliqué le cinéma. Oui. Donc c'est très difficile parce qu'on est toujours tiraillé à droite et à gauche. Donc c'est extrêmement périlleux. Après, il y a des choses, je ne vous cache pas, dont je suis assez fier. Hein. C'est vrai que une fois, il y a quelqu'un qui m'arrête dans le métro, qui me dit « Ah, Laurent Firode », il commence à me réciter les dialogues d'un court-métrage que j'avais tourné il y a peut-être 25 ans, 28 ans, je crois même carrément. Et le gars me dit je suis prof de cinéma et pour moi, votre film, c'est un modèle pour mes élèves. C'est vrai que quelque part, bon, même si je n'ai pas un ego surdimensionné, ça fait quand même plaisir. Oui. Et, vous estimez voilà. avoir apporté votre pierre à l'édifice Oui, absolument. Sur certaines choses, pareil, il y a également quelqu'un qui me disait, pour montrer un style de flashback qui n'a jamais été utilisé, je prends un extrait de ton film. Ça fait plaisir aussi, tu te dis, voilà, parce que voilà, c'est des choses, je te dis, voilà, c'est que peut-être en effet, ce genre de flashback, je crois en effet, ça n'a jamais été utilisé. Donc si j'ai pu apporter parfois une pierre ou une ou deux, il y a même un réalisateur qui vient de faire son premier long métrage là, oui. Qui à l'origine avait fait son premier court métrage qui a eu beaucoup de succès. Après avoir vu mon long métrage, il me l'avait dit, il m'avait envoyé un message à l'époque, il m'avait dit voilà, je me suis inspiré de votre film à 100%, je l'avoue. Je vous ai tout volé, mais je trouve ça tellement formidable que je reprends tout. Moi, je dis bravo, merci, c'est le plus grand honneur d'être plagié pour un auteur. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'on a délire. une valeur. Voilà, quand même, absolument. oui. Parce que si on plagie les meilleurs, oui. ça va pas. Donc voilà, il vient de faire son métrage, j'en suis hyper content. Hyper content. Donc voilà, c'est des petites choses, hein, mais ça fait plaisir. Je ne sais pas, parce que c'est qui ce on là? C'est ça le problème. Est-ce que c'est des gens proches? Est-ce que c'est des amis? D'être reconnu par ses pairs, c'est bien. D'être reconnu par le public, c'est bien. Je ne sais pas, il y a des gens qui placent le curseur bien sûr, absolument. à certains endroits et pas à d'autres. Non, bien sûr, tout à fait. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de festivals avec mes films, et c'est vrai que j'avais toujours une nette préférence pour le prix public, par exemple, pour le prix du jury. D'ailleurs, le prix du jury, on me l'a rarement accordé, quand le prix public, je l'ai eu, je ne vais pas me vanter, mais je l'ai eu très souvent. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un plaisir, hein, c'est sûr. Si après, je dirais qu'on retienne de moi, oui, en effet, c'est comme je le disais auparavant, cette petite anecdote du prof de cinéma qui utilise mon film. Juste ça, si mes films ont pu toucher une ou deux personnes, c'est déjà pas mal, je trouve.